35 minutes de cours. On va mettre 10 minutes, si Dieu veut, pour l'histoire, parce qu'on commence toujours avec un petit peu l'histoire. Et après, on va enchaîner les règles techniques où on est à fond dedans. Hier, on a terminé pratiquement toute la cacherisation de vaisselle. Comment cacheriser toute la cuisine. Aujourd'hui, on va continuer, terminer les petits détails et avancer dans Pessah. Alors, dans l'histoire, hier, si vous avez suivi le cours, et je remercie, grâce à Dieu, vous êtes assez nombreux de suivre cette série. Bravo de trouver le temps entre les ménages de suivre. Et plus vous allez suivre les cours, pas les miens, moi je lis ce qui est marqué, et plus le travail va être facile. Vous allez gagner du temps. La poussière est pas Hametz. Baruch Hashem, c'est le but, c'est le but. Il y a les pauvres des femmes ou même des hommes, ils travaillent pendant un mois, ils nettoient tout, il arrive le seder, il est KO. Mais c'est pas ça le but. Le ménage, c'est bien toute l'année. Nous, on cherche à enlever le Hametz. Et il y a des critères. Il y a des endroits où le Hametz, il rentre pas. Et il y en a qui cacherisent les toilettes. Qui mange dans les toilettes? Il n'y a pas besoin de le laver du tout. Lave-le toute l'année. Ça fait partie de l'hygiène, mais ça ne fait pas partie de Pessah. Alors, je remercie ceux-là qui prennent le temps d'écouter. Et c'est pour ça qu'on commence aussi avec l'histoire. N'oubliez pas que le but de Pessah, moi je l'appelle l'ascenseur. Rentrer dans la bouche de la nourriture, c'est la seule fête où Dieu nous demande quoi manger et comment manger. Manger de la galette, accoudée, manger le maror, manger tout ça. Mais tout ça, c'est pour Pessah, pour que la bouche, elle va parler de quoi? Quand on mange la nourriture de notre histoire il y a 3300 ans, donc on revit l'histoire de la sortie d'Égypte, et Dieu, il veut que tu racontes à tes enfants et à toi-même, et tu racontes avec tout ce que tu peux améliorer chaque année, avec des photos, on a vu, avec des designs, avec des agadotes de 3D, je ne sais pas quoi, mais tout ce qui va t'aider à vivre la sortie d'Égypte, donc se rappeler de tous les miracles de Dieu, c'est ça le but de Pessah. C'est pour ça qu'on cacherise tout, pour qu'on va pouvoir rentrer dans notre bouche ce que Dieu l'a demandé de manger, qui était le manger de l'époque. C'est pour ça, ce matin, je vous fais une parenthèse incroyable. Je les ai racontés, moi, chaque année, à l'époque, vous savez que quand on va arriver dans le cours, je ne sais pas, numéro 10, quand on va être dans le Seder même, on va apprendre que dans le soir du Seder, on doit manger 4 kazaïtes de galettes. Il y a 4 stations où on mange de la galette, et il va falloir manger, selon les règles, 4 fois 30 grammes en moyenne. 4 fois 30 grammes, c'est 120 grammes. C'est rien quand tu prends un morceau de pain, mais 4 fois 30 grammes dans des galettes carrées, c'est 4 galettes. C'est balèze, hein? 4 galettes carrées. Alors, comme nous, on n'utilise pas les carrés, en général, dans le Seder, on mange les rondes, va savoir combien elles pèsent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait dans les années d'avant? Je me rappelle, on préparait des sacs. J'avais une balance devant moi, et tous les veilles de Pessah, en plein course, des fois, même pas ma chemise, elle n'était même pas repassée, rien. C'était une tâche dans ma tête où il faut maintenant s'asseoir, et si des fois il y avait des Pessah où il y a 30 invités, va préparer maintenant 30 sacs. Chacun, il doit avoir 4 sacs de 30 grammes. Rabbi Hana Aléa, c'est quoi cette histoire? Et ça, c'est pour suivre une fois dans l'année les règles. Mais maintenant, Baruch Hashem, depuis 3-4 ans, j'achète ces nouveaux. Il y a cette année, attention, il y en a plein qui n'arrivent pas encore à avaler ce que je vais dire. Hein. Il y a dans les Osherad ou dans tous les magasins de Matzot, il y a des petites boîtes congelées, ils les vendent. Il y a dedans 33 mini galettes, que chaque galette, elle est 30 grammes, d'accord? Et tu vas me dire, mais comment? Tu m'as dit que c'est un carré tout à l'heure. Et ils ont fait tout petit, mais ils sont mous, avec les meilleurs tampons, on dirait une lafa, on dirait une lafa. Mais tu sais que manger 4 comme ça, j'achète 2 boîtes, je donne à tout le monde, il n'y a plus de sac, chacun il a ses petits 4 galettes. Mais il y en a plein que je me rappelle, ils voient ça la première fois, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est cacher les Pessah, ça? Alors je leur tire le tampon, il y a Rav Marpoud, Rav Lando, 18 minutes, travail à la main, tout la même chose comme les grosses galettes, sauf qu'ils les ont fait beaucoup plus petites et beaucoup plus mou, et tu peux même prendre avec la salade tamchouya, les salades, ouais, c'est surgelé comme ça, tu les tires, ils sont tout frais. Magnifique. Alors, je me rappelle que j'avais des discussions avec des invités
je ne vais pas dire ancienne génération, je ne vais pas dire têtu, je ne sais pas quoi, comment les appeler, hein, mais que dans leur tête, ils ne comprennent pas comment c'est mou. Alors je leur redis, et c'est là où je reviens à l'histoire, je dis, mais dis-moi entre nous, bon c'est vrai qu'il y a 4 ans, ça n'existait pas ce système, ils viennent de l'inventer, ils ont trouvé le système pour faire exactement les kazaïtes, et je mange que ça presque, à Pessah, je ne mange plus les durs du tout moi. Et il y en a plein, chaque année, il y en a des nouvelles marques, nouvelles marques. Ouais. Béton armé dans la cache-route. Hein. Mais comment ça s'appelle exactement? Il y en a plein des marques, Matzot Avatana, mais ça s'appelle Matzot Rakot. Ah, Matzot mou, travail à main. Et ouais. Et ce qui me fait rire, c'est quand je leur parle, je dis, mais dis-moi la vérité entre nous. Hein. Pourquoi on mange la galette? Voilà le cours aujourd'hui. Hein. Pourquoi on mange la galette? Parce qu'on n'a pas eu le temps. Pour revivre ce qu'ils ont mangé, les pères à nous, il y a 3000 ans. Tu crois qu'ils ont mangé les galettes carrées, nos pères à nous? Ah, alors attends, dis-moi, ils avaient les machines. Ils avaient les machines à trous. Ils étaient en train de fuir. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé exactement ces fterot, on les appelle. Ftera. Ils prenaient vite, en 18 minutes, les mamans. Voilà. Ils faisaient comme ça. Ils collaient sur le four, ils enlevaient vite, tac, tac, tac. Ils étaient tous mous à l'époque. Le beignet. Ah, le beignet. Ouais, ftera. Ftera. Alors voilà, il y avait des années, je me rappelle en arrière, où je les faisais moi-même, hein, les galettes. Mais il n'y a plus le temps. En tous les cas, voilà, je ferme la parenthèse, chers amis. N'oubliez pas d'ouvrir l'esprit. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir et c'est très bon à digérer. Et c'est beaucoup plus facile pour le ventre, pour tout. Alors voilà, si je vous ai donné un conseil cette année, chers amis. Moi, je cherche un endroit où acheter la mata. Il y a un endroit, je vous dis, bon, on n'est pas là, il y en a qui sont en France, hein, mais à Natania, il y en a un, il est à côté du canyon, rue Hatsan Khanim, numéro 5. Il fait que les galettes, lui. Maintenant, il a amélioré, il a de l'huile, il a des choses. Il a tous les marques, il a une liste, il y en a 30 marques différentes, tous les poids, toutes les choses, et lui, il vend ça là-bas. Mais j'ai vu dans les gros supermarchés, au Sherad, il y en a un. Des boîtes congelées, tu le mets au congélateur, 1 heure avant le seder, tu donnes à chacun ses petites galettes, tac, tac. Et tout le Pessah, tu peux passer avec ça. Parce que c'est comme une pita. Ça se garde pas dans le... pour que ça reste frais. C'est pas rigide. Tu peux même les chauffer sur la plaque. Hein. Ça devient croquant, un champ. Voilà, là. Pessah, c'est un kiff, chers amis. Voilà. Pessah, c'est pas une punition. Tu fais les grandes quand même, là, qui se préparent. Ouais, j'achète ça juste pour la coutume, mais je les mange pas. Non, mais pour le délire. Oui, je goûte un petit morceau de ça et après je mange ma galette. Elles sont bonnes, elles sont bonnes. Ils sont pas bonnes. C'est pas le but que ce sera bon, hein. Attention, hein. Elle est bonne parce que l'ambiance et le moment, il est bon. Et tu reviens à l'histoire. Et voilà l'histoire. Voilà Yetziat Mitzrayim. Ça y est, il nous reste 2 minutes pour l'histoire. Le jeudi, chers amis, le jeudi 15 Nissan, après toute la nuit de chant, que tous les premiers-nés ils sont morts, là Dieu il leur dit, allez vite voir vos voisins, allez chercher un petit peu, pas un petit peu, chacun il charge la vaisselle, des ustensiles, des robes. Je veux pas que vous sortez sans rien, avec les mains dans la poche. Vous étiez esclaves pendant des années, ils n'ont pas payé le salaire, vous méritez tout. Kadima. Et ils sont tous partis comme ça. Et c'est vrai que c'est marqué que Dieu, il a donné à les Égyptiens une graisse ou grâce, je ne sais pas comment on le dit, incroyable. Et chaque juif qui est venu, je peux ça, tiens, je peux ça, prends. C'était arrivé à knockout après les 10 plaies. Et les Midrash, ils racontent qu'il y en avait au début qui disaient j'ai pas. Et comme il y avait le ténèbre un mois avant, et il y avait le noir total, alors les Juifs ils se baladaient dans les maisons des Égyptiens. Il a tout observé. Hein. Alors quand l'Égyptien dit ah non j'ai pas, il le dit ici, placard à gauche, 3e étage. Je sais que tu l'as, regarde, ouvre-le. Et voilà, Rabotaï, comment ça s'est passé la sortie d'Égypte. Alors, le Midrash il raconte que chacun, il avait 90 ânes en moyenne, multiplié par à peu près, on fait les calculs, 18
kilos de... C'est bizarre, on avait calculé ensemble que chaque famille à l'époque en moyenne avait combien d'enfants, vous vous rappelez? 55 enfants on a vu, hein, pour les Tunisiens. 50 enfants minimum par famille. Parce que les femmes, selon la Torah, accouchaient 6 d'un coup à l'époque. Donc tu calcules les grossesses, 50 enfants, le père et la maman, et les petits-enfants. Et il faut 90 ânes chacun pour charger tout ce qu'il faut et pour plus retourner en Égypte, chers amis. Voilà, tout ça, je vous raconte pourquoi, tout ça, comme ça, si Dieu veut. Dans le Seder, vous allez se rappeler de ces cours-là. Et quand vous allez lire ces phrases, et le peuple d'Israël sortira d'Égypte, Berichouch Gadol, ça veut dire avec beaucoup, beaucoup de butin, de richesse, vous allez se rappeler de ce cours et vous allez dire à table, vous savez les enfants, ou tu sais papy, chacun il avait 90 ânes. Ah bon, oui, marqué dans le Midrash. Comment ça s'est passé, comment chacun... Voilà. Rabotai. Alors, sachez que ils n'avaient même pas le temps. Ils n'avaient même pas le temps de préparer. Quand ils ont dit qu'est-ce qu'on fait pour manger. Imagine-toi l'épreuve maintenant pour un peuple qui contient minimum, voilà, 3 millions de personnes. Je finis avec ça. 3 millions de personnes sortent chacun avec ses enfants, sa femme, les 90 ânes. Il y a tout, mais qu'est-ce qu'on va manger dans le chemin? Alors, les femmes, ils ont fait la pâte et ils n'ont même pas eu le temps de commencer à allumer les fours pour les faire cuire. Et sachez que la pâte, elle a cuit selon les midrash avec le soleil. Hein. Je dirais même pas de four. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Et voilà ce qu'ils ont mangé au début, pendant quelques jours, hein, jusqu'à que Dieu les a envoyés quoi? La manne. Mais il fallait tenir quand même pratiquement un mois avec des galettes, chers amis. Hein. C'est ce qu'il y avait quoi. Bon, des galettes et la viande. Hein. La viande, il y avait de quoi faire barbecue. Hein. Le four est facile à faire hein, au niveau. C'est que de l'argile. Oui, oui, mais pendant les premiers 7 jours, ils étaient à... Ils marchaient. Les Égyptiens étaient derrière. Et voilà, je finis, chers amis. Et si Dieu veut, demain, on continue dans là. Rappelez-vous la date dans le calendrier hébraïque, l'année 2448. C'était un jeudi soir, voilà, où il y a eu le plaid de premier-né. Et le lendemain, à midi, oh, pas comme des voleurs. Donc mercredi soir, c'était le Makar Bechorot. Jeudi, à midi, le peuple d'Israël prend la route, même les chiens, ils les ont accompagnés dans l'année 2448. Ouais. Regarde combien ça fait. Si tu enlèves 5784, c'est ça? 5784 moins 2448. Il y a 3336 ans. Voilà, il y a 3336 ans qu'on est sorti d'Égypte. Et tout le but de Pessah, c'est de revivre cette histoire. Et regardez, pour moi, on termine avec ça le côté histoire. Hein. C'est une des preuves que la Torah est divine. Il n'y a que Dieu qui peut garder une fête authentique pendant 3336 ans. C'est les mêmes galettes, la même maror, la même agada, la même chose. Tous les lois humains, et tout le monde, ils ne tiennent pas la route. Et tout le monde font pareil. C'est ça qui est humain. Et c'est ça qui est divin. Et même quand on est retourné ici il y a 75 ans en Israël, hein, les Juifs sont venus de tout le monde. Oui. Chacun est revenu avec son Sefer Torah. Ouais. Tous les mêmes lettres, authentiques, sans un changement. Sans un changement. Ça veut dire pendant 2000 ans d'exil, chaque communauté a gardé. C'est incroyable parce qu'il n'y avait pas de contact entre tout le pays. Tous les trous du monde. C'est divin. Et la seule soirée dans l'année où on doit vivre tous ces événements, c'est la soirée de Pessah. Et voilà, chers amis, donc même les chiens, il les a accompagnés. Les Égyptiens, même Pharaon, il les a accompagnés. Imaginez-vous, 3 millions de personnes avec leur famille, leurs enfants, leur butin, leur panier de galettes sur la tête, sortent et ils commencent à marcher pendant 7 jours jusqu'à qu'ils arrivent. C'est la dernière fête de Pessah, devant la mer. Et là, après 7 jours, c'est la première fois où on se bloque, on n'a plus où avancer, les Égyptiens derrière. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là?
Bon, vous le savez, hein, la mer elle s'est ouverte, mais nous on verra demain. Voilà le côté d'histoire. Bon, on a mis 15 minutes, Rabotai, on va passer dans le côté d'Alaha. C'est extraordinaire parce que. Ah, vous allez kiffer le cours d'aujourd'hui. Page 100, chez moi. La Torah, ça nous paraît évident. Une fois, j'étais dans l'avion et j'étais en train de lire la Torah. Il y avait un Marocain à côté de moi, qui était venu du Maroc. Il me dit, c'est l'origine de la Torah, ce que vous avez là? Il n'est pas en train de regarder comme ça. Il me dit, l'origine, c'est pas à Rome. Bon, Oui, c'est pour dire que bon. Kashrut Amitzrachim Bepesach. Vous allez kiffer le cours d'aujourd'hui. Hein. 80% ils sont morts. Chez moi c'est 100, je ne sais pas chez vous. 20%. Kashrut Amitzrachim Bepesach. C'est juste après le sujet de cachrisation de vaisselle. Je suis content que je suis content qu'hier on a classé pratiquement toute la cachrisation de la cuisine. Donc s'il y avait des questions, je sais pas, il n'y avait pas noté, alors avec plaisir vous pouvez les envoyer. Mais il y a des listes aujourd'hui, chacun il sait. En grand, je fais un tout petit résumé sur hier. Tout la vaisselle qui a été utilisée avec le contact avec du liquide chaud, eh ben on va les tremper dans l'eau bouillante. Tout ce qui a été en contact avec le feu, il va falloir le passer au chalumeau. Ici c'est compliqué, donc on ne le touche pas. Et on avait passé un petit peu des exemples, comme le four, on a expliqué comment on le cacherise. On le nettoie bien, on attend toujours 24 heures, comme ça le goût il s'abîme. Et après on le met à maximum pendant 1 heure, ça c'était pour le four. Vous vous rappelez? On a vu le frigo, c'est à froid, donc il n'y a rien besoin de spécial. On a vu le micro-ondes, on met un petit verre et 5 minutes jusqu'à que la mousse elle va un peu partout. Donc on a toute la liste, il y a des listes aujourd'hui. Et hier c'était un cours technique. Aujourd'hui c'est un cours beaucoup qui touche les coutumes. J'adore ce cours. Ouais, il y a les cours sur, bien sûr. Je vais te donner le lien si tu veux après. Alors. Ah ouais, non, il est pas sur, on ne met pas sur le groupe, il faut être abonné. Alors, là, il nous reste, ouais, je pense, 2 cours, aujourd'hui et demain, où on va finir un petit peu ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger à Pessah ou pas? D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai le droit d'acheter même s'il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de problème, le café? D'accord? En exemple. Hein. Il nous reste ça classé. Il nous reste les différentes coutumes que je vais commencer que la préface aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez rigoler. Il y a le riz, le légumineuse, il y a la matzah ashira. C'est tous les gâteaux à base de galettes de farine normale, mais à la place de l'eau, on met du vin. Vous connaissez un peu tous ces gâteaux-là, hein? Oui. Alors ça aussi, on va voir. Il y a la galette au vin, Galette au vin, les bienfaisances, là, les galettes bienfaisances. Ça, on va voir aussi, il y a des différences entre les séfarades et les ashkénazes. Après, il va avoir aussi dans le cours prochain les mélanges avec le hametz, on va dire la nourriture des animaux. Tu as un aquarium, tu as de la nourriture pour les poissons, ça doit être kasher les Pessah, oui ou pas. Et quand on finit ces sujets-là, on est déjà à la vente de hametz, donc on est bien avancé. On va essayer de terminer tout ça cette semaine, comme ça la semaine prochaine on va plus la consacrer à les préparations du seder, la veille du seder, vérification de hametz, et comme ça on est bien couvert. Alors le sujet d'aujourd'hui, je l'adore. Voilà, regardez bien. Kashrut hamitzrachim bepesach. Vous l'avez? Oui. Je lis. Hashgacha musmechet. Kol mitzrachi hamazon shekonim le Pesach. Toute la nourriture qu'on achète pour Pesach, tzarich laakpid shiyu ksherim le Pesach behashgacha musmechet. Il faut faire attention qu'il y a dessus un tampon, que tu fais confiance à ce tampon toute l'année. Veyakpid bazeh. Même si tu es sûr que dans les ingrédients, il n'y a pas
de Hametz. C'est quoi le Hametz? C'est les 5 céréales, hein? Le blé, l'orge, voine, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà, même s'il n'y a pas, fais attention, parce que il y a des fois où tu ne connais pas, c'est pas marqué la farine, c'est marqué l'amiande, là, comment on appelle, la Milan. L'amiande, la... Amilan. Ça, on le met même dans les cigarettes, on le met pour coller les papiers. Ah, l'amidon. L'amidon, voilà, l'amidon, même si c'est pas marqué blé, amidon, c'est Hametz. Donc, il vaut mieux de trouver le tampon qu'achar les Pessah. Et c'est pas évident de comprendre tout seul, selon l'étiquette, s'il y a dedans du Hametz ou pas. Et après. Orez vekitniot. Ah, j'adore ce sujet. Le riz et les légumineuses. Regardez, je lis mot à mot. Lo Hametz, c'est ça le titre. Ça veut dire quoi, lo Hametz? D'abord, c'est pas du Hametz tout ça. Ah, il y a des gens qui les mangent pas. Ça, c'est dans le cours de demain. On va essayer de comprendre pourquoi. Et si on n'est pas pareil, c'est pas grave. Mais regardez comment il commence, le rabbin Rav Ovadia Yosef. Hein. Vous allez bien rigoler. Aujourd'hui, on va apprendre la source de tout ce... D'où elle vient la source de cette coutume-là? Écoutez bien. Yesh ladat veleodia. Il faut savoir et le faire savoir, le cours d'aujourd'hui. Quoi? Qui a orez vechol akitniot, que le riz et toutes les légumineuses. Et il commence avec quoi? Kemo hummus, les pois chiches. Shoit, les haricots verts. Afuna, petits pois. Adashim, lentilles. Verod, etc. Tout cela. Enam, hametz, klal veikar. Il n'y a aucun problème de Hametz et il n'y a aucune interdiction de ne pas les manger à Pessah. Déjà, il commence avec ça. Oula, maintenant les Tunisiens qui m'écoutent, ils me disent allô, moi les pois chiches, je ne mange pas. Attends. Et les Ashkénazes, ils vont dire moi je ne mange pas les légumineuses, ketniot. Attendez. Voilà, maintenant on remonte à la source. J'adore les sources. C'est pas moi, hein, je lis. Dans le Mishnah, traité Psachim, Mishnah c'est 2000 ans en arrière. Hein. Et il a la page là, 114. La Mishnah nous apprend qu'il faut avoir minimum 2 plats à table de Seder. Je veux dire, 2 tables, il faut avoir minimum poisson et viande. C'est plat de fête. Et il y avait un rabbin dans la Gemara, ou Bagmara, Amar Rav Huna, Shnetav Shilim Kegon Silka, en parenthèse, Tered ve Orez. Et du riz. Et attendez, c'est pas fini. Hein. Verava, c'est qui Rava? C'est un autre rabbin, l'autre c'est Rav Huna. Aya me'ader bechol shana lechol belel Pesach, davka selek ve Orez. Et un autre rabbin, il a dit, moi si j'ai pas le riz à table de Pesach, c'est pas un Pesach pour moi. Au Seder. Donc déjà, si quelqu'un il ose de dire, moi je mange pas le riz parce que il gonfle, il est Hametz, il a rien compris. Le riz, je te dis, un rabbin, quand je dis rabbin de Talmud, chers amis, vous savez c'est quoi rabbin de Talmud? Rabbin de Talmud, Rav Huna, c'est des gens qui pouvaient faire vivre des morts. C'est un niveau qui nous dépasse. Si le rabbin il te dit, moi je veux avoir ça à table, qui en est nous de dire c'est Hametz? T'as rien compris dans les cours, t'as jamais étudié. Ah, je le mange pas parce que grand-mère ou grand-père, cherche la source. Et des fois tu vas voir peut-être mère et grand-mère, voilà maintenant il va nous expliquer. Peut-être il y a 300 ans, dans les sacs de riz, il y avait des graines de blé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Et vérifie. Les 5 céréales. Il n'y a pas de problème. Non. Bravo. Mais il y en a qui se prennent la tête pour rien. Et voilà, je continue. Il y a un seul rabbin quand même, jamais la source. Ve'amar Ravashi, mikan lamad she'en mi shechoshesh, לדברי רבי יוחנן בן נורי, שחלק על החכמים ואמר שהאור הזו מין דגן.
Il y a un seul rabbin, vous n'allez jamais l'oublier. Il s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est son nom. Hein. C'est quoi un Nouri? Pas le riz. Il y a un seul rabbin dans le Talmud. Sur la liste, sur 1000 rabbins, il y en a un seul qui ne mangeait pas le riz. Mais c'est pas la halakha. Il a fait. Alors, il explique, et j'adore ça, écoutez bien, je lis mot à mot. Et là, chez l'ifne kama meot shanim, il y a quelques centaines d'années. Dans la nouvelle version, il a rajouté toutes les sources parce qu'il a dû écouter beaucoup des gens qui voulaient rester têtus à ne pas manger le riz. C'est exactement. Il n'y a rien à voir d'être strict à ne pas manger de riz, c'est une tradition. Maintenant, si tu n'as pas envie de manger le riz, fais ce que tu veux. Hein. Moi, les gens ils me demandent, mais moi, je mange pas. Je leur dis toujours pareil. Moi, je mange tout ce que ma femme cuisine. À Pessah. Et si ma femme va me demander, mais on a le droit, le riz, je l'envoie le cours numéro 6 et je la lis ça. Écoutez bien, que bien sûr, elle a shelifne kama meot shanim. Il y a quelques centaines d'années, les champs ont été collés et même les usines c'était les mêmes. Il y a on va dire 400-500 ans, c'est sûr que quand tu achetais un sac de pois chiches, tu tombais sur des graines de blé. Tout était dans la même usine et c'était collé. Et comme le kulam bekim ayu livor et takitniot était les balticher shem shum chita. Et comme à l'époque, les gens, c'était dur à contrôler. L'opam karash ayu motzim gargir chita batafshil. Chez Az Neesar Kulo. Et des fois, les gens, ils se trouvaient que dans leur plat, dans Gefil Tefish ou je sais pas quoi, ils ont vu en plein Pessah des graines de blé. Donc, il écarte Be'artzot Ashkenaz, que les pays Ashkenaz. Ils ne mangeaient pas. Ils sont pris sur eux de jamais manger de légumineuses à Pessah. Milvad zot, en plus, à l'époque, les sacs de livraison du riz et des pois chiches et tout, c'était les sacs de farine. Donc, ils ont trouvé dans les mêmes, voilà, je sais pas. Donc déjà, si tu es Ashkenaz, t'es cuit. Non, comme je dis, t'es cuit. Tu peux pas manger des légumineuses parce que depuis ton grand-père et arrière-arrière-grand-père, tu as suivi ces normes, tu n'avais jamais l'habitude de manger des légumineuses à Pessah et tu restes avec tes coutumes. Alors c'est vrai qu'en Tunisie à l'époque on disait qu'ils avaient le droit de manger du riz parce qu'il y avait une pénurie, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est une conséquence. Ils mangeaient du riz parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient manger du riz. Bien sûr, bien sûr. Et même les pois chiches, je rigole là ici parce que j'ai raconté l'histoire avec mon père, avec le Hometz. Vous vous rappelez ou pas? Je l'ai déjà raconté. Mon père, quand au début, il a fait la lia, là, et au début, il croyait que les Tunisiens ne mangent pas les pois chiches parce que c'est Homs, c'est les mêmes lettres de Hametz. Et quand il a acheté un vinaigre, il s'est moqué de lui, le vendeur. Il a dit, dis-moi, toi, tu es Tunisien, c'est pour ça que tu ne manges pas le Hametz. Il a dit, il faut que tu enlèves le vinaigre du caddie. Tu ne peux pas utiliser le vinaigre à Pessah. Mon père a dit, pourquoi? Il a dit, mais parce que le vinaigre en hébreu, c'est Hometz. C'est les mêmes lettres de Hametz. Si tu es dans les mêmes principes dans les pois chiches, allez, enlève le vinaigre. Il a dit non, ça, je ne connais pas ça. Il a dit alors, Baruch Haba en Israël, et c'est ce qu'il va dire à Vadia Yosef aussi, même si on avait des coutumes de France, et de Maroc, et de Tunis, et quand tu arrives en Israël, tu dois t'adapter. Et je le dis à les gens, je dis imagine-toi maintenant, tu vas aller au marché, hein, tu vas voir un orange ou un avocat, c'est marqué Israël. Et à côté, tu vas avoir un avocat marocain, et un avocat algérien, et un avocat français. Tu vas acheter lequel? Israël. Ah, alors dans les fruits, tu acceptes cela d'Israël, et dans la Torah, tu restes avec tradition. Ah, mais les gens disent, mais c'est des coutiers, il ne faut pas bouger. Mais Rav Ovadia Yosef, il a connu plus des livres de tous les rabbins que nous à l'époque. Même les rabbins, les grands à nous, il y avait des géants. Il y avait des géants en Tunis, en Maroc, partout. Mais n'oubliez pas que tous ces géants-là, ils n'avaient pas accès à tous les livres. Que quand Rav Ovadia Yosef il était là, on disait que Rav Ovadia Yosef, il avait dans la tête
40 000 livres. C'est ce qu'il avait dans sa bibliothèque. Et il les a tous révisés, il les connaissait tous. Donc, s'il t'autorise quelque chose, c'est que sur 100 rabbins qui parlent de ce sujet, il a lu tous les 100 rabbins. Et s'il a vu qu'il y a 70 rabbins qui t'autorisent et 30 rabbins qui t'interdisent, il t'autorise, Rav Ovadia Yosef. Mais les 30 rabbins qui t'interdisent, c'est possible qu'ils habitent en Maroc, Pologne et tout, mais ils n'avaient pas eu accès à tous les autres livres, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas des choses. Il est originaire d'où Rav Ovadia Yosef est irakien d'origine. Et bon, c'est pas le sujet de notre cours, mais je vous dis la vérité, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, et c'est ça la grandeur de Rav Ovadia Yosef, c'est que lui voulait qu'en Israël, il n'y a plus de séfarades, ashkénazes, marocains, tunisiens. Il voulait faire une seule loi selon le Shulchan Aruch, ça veut dire il y a 450 ans en arrière, c'était lui le rabbin d'Israël, et on voulait tout mettre sur le Shulchan Aruch. Il a réussi dans le côté séfarade à les réunir pratiquement tous. Ça veut dire, aujourd'hui, tu ne vas plus trouver des Tunisiens érudits qui mangent plus de pois chiches. Ils ont compris que c'était à l'époque, c'est fini. Tu ne vas plus trouver beaucoup des Marocains, tous ceux-là qui suivent Rav Ovadia Yosef, ils sont adaptés aux lois d'Israël. Mais les Ashkénazes, comme c'est eux qui avaient au début le monopole dans la rabbanoute et tout, hein, on débat, hein, tous les premiers grands rabbins d'Israël, tous Ashkénazes, hein, tous les premiers fondateurs, le kibbutz, Ashkénazes. Donc Rav Ovadia Yosef, il a essayé beaucoup, c'était ses grands combats, d'essayer de mettre tout le monde dans la même ligne, mais c'était pas évident. Je crois que ça, c'est Mashiach qui va nous terminer ce travail. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est resté en grand deux branches séfarades. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas des... ensemble. Ouais. Moi, j'ai ma belle-fille, elle mange avec maintenant. Bravo. Depuis qu'elle est mariée. Et n'oubliez pas aussi que les Ashkénazes et les séfarades, dans la majorité des règles, on est d'accord. Il y a des fois des petits détails, comme à Pessah, c'est un grand détail. Donc voilà, résumé de la préface d'aujourd'hui. Tous les séfarades peuvent manger tous les légumineuses, inclus le riz, sans problème, c'est pas hametz. Et les Ashkénazes, ils sont d'accord que c'est pas hametz, on l'a confirmé ça. Mais comme ça fait 400 ans, Voilà, à leur coutume. à leur coutume, et si Dieu veut, non, je vais le lire maintenant, je termine en beauté. Katav Tour, oh là là, vous allez kiffer ça. Ça, c'est le tour. Ça veut dire, ça a été écrit 400, 500 ans en arrière. Juste après. Yesh osrim lechol orez. Regardez, je vais lire tout ça, ce qui est marqué en petit là, et vous allez rigoler ce que je vais vous lire. Il y en a qui ne mangent pas du riz. Vechol mine kitniot batavshil et tous les autres légumineuses. Les fiches mine hitim itarvim baem, parce qu'il y a des mélanges de blé. Vechomra yetera izot. Mais c'est d'être trop strict pour rien. Velona haguken. C'est pas notre coutume. Vechen katav abet Yosef. Gam Rabbeinu Yerucham katav. Alors là, écoutez bien, je lis mot à mot, hein. C'est pas moi. Rabbeinu Yerucham, il dit Otam shenahagu shelo lechol orez umine kitniot mevushal bepesach. Tous ceux-là qui ont la coutume de ne pas manger du riz et des légumineuses, minhag shtutu. C'est une coutume de fou. Excusez-moi, hein. Je suis excusé d'avance. Hein. Zulati, sauf s'ils veulent être plus stricts, velo yadati lama. Je ne comprends pas pourquoi. Va être strict dans le lashon hara. Va être strict dans l'amour du prochain. Je lis des mots d'un rabbin il y a 300 ans. Attendez, c'est pas fini. Peut-être il n'a pas vu ce qu'il a marqué un autre rabbin. וכתנית מעשה גדרה, וגזרו שמא יבשל דגן כמו כתנית, ויש מקומות שעושים פת מכתנית, ויבואו לעשות pâte midagane, peut-être ils ont eu peur, les Ashkénazes, que si tu autorises à mettre des lentilles, alors les femmes, ils vont pas voir la différence entre le lentilles et le blé, ou le riz et le blé, parce qu'ils se ressemblent. Il te dit, Valmine, Rakot, Enam, Domim. Klal, lo yavou le taout. Dis-moi, aujourd'hui, il y a des fous, vraiment. Quoi, tu vois pas que c'est du blé? Et tu es marqué dessus quand même, non? Tu sais très bien quand tu mets la daf, que tu mets du blé, pas des lentilles, non? Alors pourquoi à Pessah, tu vas confondre les lentilles avec du blé? וגם פעמים תבואה מעורבת בהם, ואי אפשר לבררו יפה. ורבנו כתב, שפר המנהגות שהם דרך יתניות במועד, שנאמר, ושמחת בחגיך. Il y a une autre coutume, il y a un rabbin qui dit, ça fait pas partie de la fête. Les légumineuses, c'est pas classe.
Il te dit quelle pas classe, tu manges pas ça, Sukkot et tout. Bon, alors le Bet Yosef, il dit Zolati Ashkenazim. Il n'y a que les Ashkenazes qui sont restés avec cette coutume. Maintenant, écoutez ce rabbin, ce qu'il va dire. Waouh, on finit le cours avec. Katav Agaon Ya'abetz, Besifro Moruktia. Ouais, le Ya'abetz c'était le fils de Chacham Tzvi. Me'idan Yalaba Maria Gaon Chacham Tzvi. Chacham Tzvi était le grand rabbin Ashkenaz il y a 300 ans. Grand rabbin de tous les Ashkenazes, Chacham Tzvi. Regardez mot à mot, qu'est-ce qu'il a dit il y a 300 ans. Il avait une grande peine Al-Minag Ashkenazim, sur cette coutume Ashkenaz. Il avait la peine, il voulait annuler la loi. Ve'aya Omer, il disait Imaya likoach, si j'avais de la force de réunir tous les rabbins, Haïti mevatel la minaga garoua alaz, j'aurais annulé cette coutume, excusez-moi sur le mot, bidon. Garoua, ça veut dire coutume grave, pardon, grave. Sheir chomra shemevia kula, veyotzem mena michshol, leikashel beisur hametz gamour. Ça fait que des problèmes, parce que les gens à la plaie, comme ils n'ont pas tout ça, ils vont chercher des autres plats, et que là-bas, des fois, c'est moins strict les règles. Ki mitor shen mine kitniot, veorez, metzuim lamot, tzrim lefot matzah arbe meod, ve'en izarim ba'issa, ve'choule, ve'nimaim simchat yom tov. Du coup, ils vont pas manger tout ça, ça leur enlève de la joie de les fêtes. Ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas. Mais c'est brat chumra she'en la lotam ve'loreach. Et c'est une coutume stricte qu'elle a ni d'odeur et ni de goût. Et il termine, regardez les mots. Ashrei she'ochez tzadik darko. Je bénis d'avance le sage qui va venir après moi. Venipetz chumrotel ou el asala. Et qui va éclater ses coutumes sur un rocher. Ça te fait rire ou pas là? Tu t'imagines, qu'est-ce qu'on vient de lire? C'est des mots du grand rabbin Ashkenaz il y a 300 ans et qui te dit, je suis coincé, il n'y a personne qui va être avec moi pour annuler cette coutume. Comment il a dit les mots? Qu'est-ce qu'on a vu? Ch'tout. Idiote. Bidon. Maintenant, je vous dis la vérité, attention, hein. T'es Ashkenaz, reste Ashkenaz. Mais t'es séfarade, tu viens de lire tout ça, tu le savais tout ça? Si tu le savais tout ça, et malgré ça, tu veux être plus strict, malgré que ça n'a rien à voir avec stricture, là. Alors, bon appétit. Mais ne dis jamais que c'est Hametz, et ne regarde pas bizarre les gens qui le mangent, car il n'y a aucun problème. On a amené des sources depuis 1800 ans, 2000 ans dans la Mishnah déjà. On a amené des rabbins qui mangeaient que du riz. Rabotai, ça c'est la préface du cours de demain. Demain, hein, il va parler des Marocains et des Tunisiens. Et il va leur dire clair et net. Qui au Maroc fait les coutumes marocaines? T'es venu en Israël, Baruch Haba. Bon, voilà, c'est un grand cours ça, hein, je vous dis, il faut le partager. Hein. C'est ce qu'il a dit là, il faut savoir et faire savoir. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.